Noah, tu pourrais arrêter d'embarrasser ma famille et servir les boissons? Après tout, c'est le moins que tu puisses faire puisque tu ne contribues en rien à cette maison. Les mots de Victoria tranchèrent l'air de la salle à manger comme une lame acérée, suivi d'un silence gênant qui dura exactement 12 secondes. Je les comptais une à une tandis que je restais debout à côté de la table en acajou de 15 000 $, la bouteille de vin dans ma main tremblant légèrement. Les 8 membres de la famille Whitmore me regardaient avec un mélange de pitié et de mépris mal dissimulé. Le patriarche, Richard Whitmore, s'est raclé la gorge avec malaise avant de reporter son attention sur son assiette d'agneau. La mère de Victoria, Patricia, a poussé un soupir dramatique tout en ajustant son bracelet en diamant. Victoria, peut-être. Tenta d'intervenir James, son jeune frère, mais il fut réduit au silence par un regard glacial. Non, James. Quelqu'un doit dire la vérité ici. Noah vit à nos crochets depuis trop longtemps. Je m'appelle Noah Sullivan et, à 34 ans, je viens d'être humilié publiquement par ma femme depuis 8 ans devant toute sa famille millionnaire. Mais tandis que Victoria savourait sa petite victoire, arborant ce sourire cruel que je connaissais si bien, elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Car ce qu'elle ignorait, c'est qu'il y a 3 semaines, j'avais découvert quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose qui allait transformer son arrogance en désespoir et sa richesse héritée en cendres. Je servais le vin méticuleusement, mon expression restant neutre tandis que Victoria continuait sa performance devant son public captif. Sérieusement, papa, tu devrais voir comment il passe ses journées à la maison à faire semblant de travailler sur cette start-up ridicule. Comme si quelqu'un allait investir dans ses idées farfelues. Richard Whitmore, président de Whitmore Industries, acquiesça lentement. Sa société d'investissement avait rejeté ma proposition commerciale 6 mois auparavant, non pas par manque de mérite, mais parce que Victoria lui avait spécifiquement demandé de me refuser le financement. Elle voulait me garder dépendant, sous son contrôle. L'appartement terrasse, la voiture, les vêtements de luxe, tout est payé avec l'argent de la famille, a déclaré Victoria en gesticulant de manière théâtrale. Et en échange, qu'avons-nous reçu? Rien d'autre que des promesses vides et des projets qui ne voient jamais le jour. Chaque mot était soigneusement calculé pour me rabaisser, pour renforcer le récit selon lequel j'étais un parasite qui s'était marié par intérêt. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais enregistré cette conversation, ainsi que des dizaines d'autres au cours des 2 dernières années. Patricia se pencha en avant, ses bijoux tintant doucement. « Chérie, tu aurais dû écouter ta mère quand nous avons suggéré un accord prénuptial plus strict. »« Maman a raison, » acquiesça Victoria, les yeux brillants de malice. « Mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà discuté avec les avocats pour trouver une solution à cette situation. » C'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable ampleur de ses plans. Il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation publique. C'était une stratégie orchestrée pour m'isoler complètement avant le coup de grâce. Victoria avait l'intention de divorcer sans que je ne reçoive quoi que ce soit, utilisant son influence et ses ressources pour s'assurer que je sorte de cette relation exactement comme j'y étais entré, les mains vides. Le dîner s'est poursuivi avec des commentaires de plus en plus venimeux. Des blagues sur mes origines modestes, des références pas si subtiles sur mon inadéquation aux normes des Whitmore, des spéculations sur le temps qu'ils devraient encore me supporter. J'ai fini de servir le dernier verre et je me suis retiré silencieusement dans la cuisine, où j'ai enfin laissé un sourire illuminer mon visage. Si cette histoire de vengeance et de revirement retient votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple dîner allait devenir le catalyseur de la chute de tout un empire. Car tandis que Victoria célébrait sa performance magistrale dans la salle à manger, imaginant m'avoir enfin remis à ma place, j'appelais quelqu'un qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quelqu'un qui attendait ce moment depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait le soupçonner. L'appel a été pris dès la 2e sonnerie. Docteur Hawthorne. Ma voix était basse, presque un murmure dans la cuisine vide du manoir des Whitmore. Je suis Noah Sullivan. L'heure est venue. Jonathan Hawthorne, 73 ans, avocat spécialisé en droit des sociétés et ancien mentor du défunt grand-père de Victoria. Un homme qui avait été systématiquement exclu des affaires familiales au cours des 5 dernières années par Victoria et son père, sous prétexte que ses idées étaient démodées pour les temps nouveaux. Noah. Sa voix trahissait une satisfaction contenue. Je me demandais quand vous alliez passer cet appel. Les preuves que vous m'avez montrées la semaine dernière étaient éclairantes. Depuis la salle à manger, j'entendais Victoria orchestrer une nouvelle séance d'humiliation, axée cette fois-ci sur la façon dont j'avais gâché l'opportunité de travailler dans l'entreprise familiale. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était que cette opportunité était assortie de conditions humiliantes. Je serais embauché comme assistant administratif, gagnant moins que la secrétaire junior, uniquement pour qu'elle puisse me contrôler complètement dans le milieu professionnel également. Docteur Hawthorne, combien de temps nous faudrait-il pour mettre en œuvre la première étape?
Avec la documentation que vous avez rassemblée, 48 heures pour tout présenter au conseil d'administration. 72 heures pour que les premières conséquences juridiques commencent à se manifester. Victoria Sullivan, née Whitmore, âgée de 32 ans, était l'héritière présomptive d'un empire de 150 millions de dollars. Diplômée en administration de Harvard, titulaire d'une maîtrise en finance de Wharton, elle possédait toutes les qualifications nécessaires pour diriger l'entreprise familiale. Le problème était que ses qualifications étaient aussi artificielles que sa personnalité publique. Au cours de nos 8 années de mariage, j'avais été à la fois témoin et victime de sa transformation progressive. La femme intelligente et ambitieuse que j'avais rencontrée à l'université était devenue une manipulatrice calculatrice, prête à détruire quiconque représentait une menace pour son sentiment de supériorité. Au début, je croyais sincèrement qu'elle m'aimait. Victoria était charismatique, engageante, et lorsqu'elle accordait son attention à quelqu'un, il était presque impossible de ne pas se sentir spécial. Mais petit à petit, j'ai réalisé que je n'étais pas son partenaire, mais son projet. Elle m'avait choisi non par amour, mais parce que je représentais un type d'accessoire spécifique. Le mari talentueux, mais non menaçant, qui validerait son image de femme accomplie sans jamais éclipser ses propres réalisations. Le premier signal d'alarme est apparu au cours de notre 3e année de mariage, lorsque Victoria a secrètement saboté mon entretien pour un poste de directeur technique dans une entreprise concurrente. Elle avait appelé le PDG, un ami de la famille, et lui avait suggéré que je n'étais pas émotionnellement prêt à assumer une telle responsabilité. À l'époque, j'ai cru à sa version selon laquelle elle me protégeait d'une décision précipitée. Le deuxième signal a été lorsque j'ai découvert qu'elle avait discrètement annulé mon inscription à un programme d'entrepreneuriat à Stanford. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, Victoria m'a expliqué que nous ne pouvions pas être séparés pendant 3 mois, que notre relation était trop importante. Une fois de plus, j'ai accepté son explication, interprétant son contrôle comme de la prévenance. Le troisième signe a été dévastateur. Elle avait convaincu ses parents de rejeter ma proposition d'investissement dans la start-up sans même l'avoir analysée correctement. Richard Whitmore avait décidé que mon projet de plateforme d'automatisation résidentielle était trop risqué en se basant uniquement et exclusivement sur la vie de sa fille. Victoria avait fait valoir qu'investir dans mon projet créerait un conflit d'intérêts familial et qu'il valait mieux que je trouve ma propre voie. Mais ce n'est qu'il y a 3 semaines que j'ai découvert toute la vérité sur la personne que j'avais réellement épousée. Je rangeais les dossiers de mon bureau à domicile lorsque j'ai trouvé un dossier oublié derrière l'imprimante. À l'intérieur, j'ai découvert des copies de mails entre Victoria et une agence de détectives privés. Pendant 2 ans, elle avait surveillé mes activités, mes contacts professionnels et même mes conversations téléphoniques. Non par paranoïa ou par manque de confiance en elle, mais dans le cadre d'une stratégie délibérée de sabotage. Les emails révélaient que Victoria avait systématiquement interféré dans chaque opportunité professionnelle qui s'était présentée à moi. Elle contactait des employeurs potentiels, des investisseurs, voire des clients, toujours avec le même discours. J'étais émotionnellement instable, j'avais des antécédents de projets inachevés, je n'étais pas fiable pour les engagements à long terme. Tout cela était faux, mais venant d'une Whitmore, les gens y croyaient. Plus choquant encore était de découvrir qu'elle avait manipulé notre vie sociale de la même manière. Des amis qui avaient cessé de m'inviter à des événements, des collègues qui s'étaient éloignés, des opportunités de réseautage qui s'étaient tout simplement évaporées. Tout cela était le résultat d'une campagne silencieuse et méticuleuse visant à m'isoler et à me rendre dépendant exclusivement d'elle et de sa famille. L'email le plus dévastateur était adressé au Dr Hawthorne, l'avocat de la famille. Victoria demandait une analyse juridique sur la manière de garantir que, en cas de séparation, je n'aurais droit à aucune partie des biens familiaux. Elle avait commencé à planifier notre divorce il y a plus d'1 an, constituant un dossier pour me dépeindre comme un opportuniste qui s'était marié par intérêt financier. À ce moment-là, tout est devenu clair. Chaque geste d'affection, chaque mot de soutien, chaque promesse de partenariat n'était que du théâtre. Victoria n'était pas en train de construire un mariage, mais un piège. Et j'avais passé 8 ans à l'aider à le construire. Dr Hawthorne, murmurai-je au téléphone, la réunion d'urgence du conseil est-elle toujours prévue pour lundi ? Parfaitement prévue. Les membres indépendants sont curieux de connaître les irrégularités que j'ai mentionnées. D'autant plus que certains documents compromettent non seulement Victoria, mais aussi Richard. C'était la pièce maîtresse dont Victoria ne se doutait pas. Pendant qu'elle enquêtait sur moi, j'avais développé mon propre système de documentation. Chaque email intercepté, chaque appel enregistré, chaque manipulation découverte avait été soigneusement conservée et authentifiée. Mais plus important encore, j'avais découvert que ces sabotages violaient les lois fédérales sur l'ingérence dans les affaires et, dans certains cas, constituaient une diffamation criminelle. Depuis la salle à manger,
J'entendais Victoria expliquer à ses proches comment elle protégeait le patrimoine familial de mon instabilité financière. Si vous suivez ce rebondissement et que vous voulez découvrir comment ce tissu de mensonges s'est finalement effiloché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir ce qui se passe quand quelqu'un sous-estime complètement la personne qu'il tente de détruire. Ce que Victoria ignorait, c'est que pendant qu'elle savourait sa performance du jour, j'avais déjà mis en œuvre la première phase de quelque chose qui allait transformer sa vie privilégiée en une série de cauchemars juridiques et financiers dont elle ne se remettrait jamais complètement. Le dîner s'est déroulé comme une exécution publique orchestrée avec la précision d'un tribunal militaire. Victoria avait transformé la table en acajou en une scène où chaque plat servi était accompagné d'une nouvelle humiliation calculée. James, parle à Noah de ta promotion chez Goldman Sachs, a suggéré Victoria avec une fausse désinvolture en coupant délicatement son saumon grillé. Il pourra peut-être apprendre quelque chose sur la façon dont les gens de notre âge construisent de véritables carrières. James, 28 ans, ajusta la montre Patek Philippe à son poignet, cadeau de ses parents pour sa promotion au poste de vice-président. Eh bien, Noah, ce n'est pas si compliqué. Tu travailles dur, tu obtiens des résultats, et les gens reconnaissent ta valeur. Sa voix trahissait cette arrogance naturelle propre à ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Exactement, acquiesça Patricia, ses bijoux tintant doucement tandis qu'elle gesticulait. Il s'agit d'avoir de réelles ambitions, pas seulement des rêves fantaisistes. Chaque mot était un poignard social, soigneusement affûté pour causer un maximum de dégâts sous l'apparence d'une conversation civilisée. Je restais silencieux, servant de l'eau glacée dans des verres en cristal Waterford, tout en cataloguant mentalement chaque offense pour le dossier que Hawthorne était en train de compiler. Victoria se pencha en avant, les yeux brillants de malice. Noah avait de grands projets lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université. Il allait révolutionner la technologie, créer le prochain Google. Elle rit, un son que je trouvais autrefois musical, mais qui ressemblait désormais à du verre qui se brise. 8 ans plus tard, nous attendons toujours de voir quelque chose sortir de ces idées géniales. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'est qu'elle avait systématiquement saboté chacune de mes tentatives pour transformer ces idées en réalité. Au cours de notre conversation téléphonique plus tôt dans la journée, Hawthorne avait confirmé quelque chose de dévastateur. Non seulement Victoria avait interféré dans ma carrière, mais elle avait également enfreint les lois fédérales sur l'ingérence commerciale dans le processus. Richard Whitmore s'éclaircit la gorge, sa voix portant le poids de décennies passées à diriger des conseils d'administration. Noah, avez-vous déjà envisagé d'explorer des opportunités plus traditionnelles? J'ai des contacts dans plusieurs entreprises qui recrutent pour des postes administratifs de base. Des postes administratifs de base. Un homme titulaire d'un master en génie logiciel du MIT, à qui l'on propose des emplois d'archiviste. L'ironie de la situation n'échappait à personne autour de la table, surtout pas à moi. Papa a raison, acquiesça Victoria en posant sa main sur la mienne d'une manière qui semblait affectueuse, mais avec suffisamment de pression pour me faire mal. Il est peut-être temps d'accepter tes limites et de trouver quelque chose qui corresponde mieux à ton niveau de compétence. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a changé en moi. Ce n'était pas une colère explosive ou une tristesse désespérée. C'était une froideur cristalline, une clarté absolue sur ce qui devait être fait. Chaque mot venimeux, chaque sourire condescendant, chaque geste de fausse supériorité était enregistré et documenté pour les détruire. Caroline, la petite sœur de Victoria, a finalement décidé de contribuer au massacre. À 25 ans, fraîchement diplômée en arts libéraux et avec un emploi de consultante trouvé par son père, elle parlait avec l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été confronté à un véritable rejet dans sa vie. Tu sais, Noah, quand j'étais petite, je faisais semblant d'être une princesse qui attendait d'être sauvée. Mais j'ai grandi et j'ai réalisé que je devais construire mon propre château. Elle but une gorgée de vin à $200 comme si c'était de l'eau. Tu devrais peut-être faire la même transition entre le fantasme et la réalité. Tout le monde à table a ri de la remarque de Caroline, leur rire résonnant dans la salle à manger comme des corbeaux célébrant une charogne. Victoria applaudit lentement, comme pour saluer une performance exceptionnelle. Caroline a toujours été la plus sage de la famille, a déclaré Victoria. Elle ira loin dans les affaires avec cette perspicacité. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que 3 heures plus tôt, j'avais finalisé quelque chose qui allait transformer leur rire en cauchemar. Pendant qu'ils savouraient leur petite victoire sociale, j'avais signé les derniers documents transférant officiellement tous les brevets de ma start-up en faillite à une société fantôme enregistrée aux îles Caïmans. La même start-up que Richard avait rejetée parce qu'elle était trop risquée, était désormais évaluée à 42 millions de dollars par des investisseurs asiatiques qui comprenaient son véritable potentiel. La même technologie que Victoria avait ridiculisée en la qualifiant de « fantaisie » était en train d'être concédée sous licence à 3 des plus grandes entreprises d'automatisation au monde.
Noah semble pensif aujourd'hui, remarqua Patricia, étudiant mon visage avec une curiosité prédatrice. J'espère qu'il n'est pas en train de planifier un autre projet chimérique avec notre argent. Notre argent. Comme si l'appartement où Victoria vivait, la voiture qu'elle conduisait et le compte bancaire qu'elle utilisait étaient le résultat d'un effort collectif de la famille Whitmore. En réalité, au cours de nos 8 années de mariage, j'avais contribué à 70% de toutes les dépenses du ménage grâce à des projets freelance et à des missions de conseil, tandis que Victoria dépensait son argent de poche familial en vêtements et en dîners comme celui-ci. En fait, dit Victoria en s'adressant directement à moi pour la première fois de la soirée, nous devons discuter de certains changements à venir. Son ton avait subtilement changé, prenant une note de détermination qui attira l'attention du reste de la table. C'était le moment qu'elle avait orchestré pendant des semaines, le coup final de sa campagne d'humiliation. J'ai eu une conversation très productive avec nos avocats la semaine dernière, poursuivit Victoria en jouant théâtralement avec son alliance, au sujet de la restructuration de notre situation financière afin de protéger les actifs familiaux. Richard et Patricia échangèrent un regard approbateur. James cessa de manger. Caroline se pencha en avant avec impatience. Tout le monde savait ce qui allait suivre, tout le monde avait été briefé à l'avance sur ce moment. Il est important de protéger le patrimoine familial contre les risques inutiles, a ajouté Richard, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait lors des acquisitions hostiles. Surtout compte tenu de l'instabilité financière de certaines associations. Le mot « association » fut prononcé comme s'il décrivait une maladie contagieuse. J'étais la contamination qui devait être isolée et éliminée du système Whitmore. Victoria sourit, ce sourire qui me faisait autrefois me sentir spécial, se révélant désormais être l'expression d'un prédateur préparant son attaque finale. Noah, mon cher, je sais que cela peut être difficile à accepter, mais nous sommes arrivés à un point où nous devons reconnaître que nos objectifs de vie sont devenus incompatibles. Incompatibles. 8 ans de mariage réduits à un mot froid et corporatif. 8 ans pendant lesquels j'avais soutenu chacune de ses décisions, financé chacun de ses caprices, supporté chacune de ses humiliations au nom de ce que je croyais être l'amour. Évidemment, nous allons procéder de manière civilisée, a poursuivi Victoria, s'adressant désormais directement à sa famille comme si je n'étais pas présent. Les avocats ont déjà préparé les documents nécessaires pour assurer une transition en douceur. Une transition en douceur. Un euphémisme pour me laisser sans rien tandis qu'elle gardait tout. L'appartement qui était à son nom, mais que j'avais aidé à payer. La voiture qu'elle conduisait, financée par mes revenus de consultant. Même les bijoux qu'elle portait, achetés avec les primes des projets que j'avais menés à bien. Caroline leva son verre de vin. Trinquons au nouveau départ et aux décisions courageuses. Toute la table leva son verre, tous regardant Victoria avec fierté et approbation. Personne ne m'a regardé. J'étais devenu invisible, un problème à résoudre, pas une personne en train d'être détruite. C'est à ce moment précis, alors que je regardais 5 personnes célébrer mon humiliation totale, que la dernière pièce de mon plan s'est parfaitement mise en place. Ossorne m'avait prévenu que nous aurions besoin d'un moment décisif, quelque chose qui mettrait en évidence la nature prédatrice et calculatrice de Victoria. Un moment qu'aucun juge ou jury ne pourrait interpréter autrement que comme une cruauté délibérée. C'était ce moment. Je me suis levé calmement de table, mon expression neutre comme celle d'un serveur professionnel terminant son service. « Excusez-moi » ai-je murmuré en me dirigeant vers la cuisine. Personne ne répondit. Leurs voix continuèrent à célébrer tandis que je m'éloignais, discutant des détails concernant les avocats et les calendriers comme s'ils planifiaient des vacances. Dans la cuisine vide, je sortis mon téléphone et envoyai un seul message à Ossorne, « Nous avons tout ce dont nous avions besoin. Lancez la phase 2 demain à 9 h du matin. » La réponse arriva en quelques secondes. Je prépare déjà les documents. Justice is coming. Je retournai dans la salle à manger et repris ma place silencieuse à côté de la table. Victoria expliquait à James comment le divorce aurait un effet positif sur les finances familiales, utilisant des termes tels que « élimination des passifs » et « optimisation des ressources ». Elle parlait de moi comme si j'étais une ligne rouge dans un tableur financier qui allait enfin être supprimé. Ce que Victoria ignorait, c'est que pendant qu'elle orchestrait mon humiliation publique, j'avais passé des mois à documenter quelque chose de bien plus dévastateur que ces petites cruautés sociales. Quelque chose qui non seulement détruirait sa réputation, mais démantèlerait complètement l'empire familial qu'elle considérait comme intouchable. Alors que les Whitmore célébraient ce qu'ils croyaient être ma défaite finale, je restais là, servant le café et observant. Non pas comme une victime acceptant son destin, mais comme un stratège cataloguant les derniers détails nécessaires pour mettre en œuvre la vengeance la plus méticuleuse et la plus dévastatrice que n'importe lequel d'entre eux pouvait imaginer. Le vrai match était sur le point de commencer, et cette fois,
j'avais toutes les cartes gagnantes en main. Le lundi est arrivé avec la précision d'un métronome. À 9 heures pile, tandis que Victoria buvait son café bio à 300 $ le kilo dans la cuisine du manoir, Hawthorne présentait une motion d'urgence au conseil d'administration de Whitmore Industries. J'étais dans mon bureau improvisé dans l'appartement, celui-là même que Victoria avait ridiculisé en le qualifiant de « fantasme d'entrepreneur », en train de coordonner l'opération la plus complexe que j'avais jamais planifiée. 3 écrans d'ordinateur affichaient des informations qui allaient faire passer le dîner de la veille pour un jeu d'enfant. Phase 2 confirmée, annonça la voix de Hawthorne dans mon oreillette Bluetooth. Les membres indépendants du conseil ont demandé un audit complet des opérations familiales. Richard est inquiet. Inquiet était un euphémisme. Richard Whitmore avait bâti son empire grâce à une combinaison d'héritage familial, de mariage stratégique et de pratiques commerciales à la limite de la criminalité. Au cours des 8 années passées à observer la dynamique familiale, j'avais répertorié des incohérences qu'un expert comptable judiciaire aurait mis des mois à découvrir. À 10h15, mon téléphone a sonné. Victoria, sa voix empreinte de cette irritation contenue que je connaissais bien. Noah, j'ai besoin que vous annuliez vos rendez-vous d'aujourd'hui. Nous allons au cabinet d'avocat à 14h. Pourquoi faire? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Pour finaliser nos arrangements. Je pensais avoir été clair hier. Nos arrangements. Comme si 8 ans de mariage pouvaient être dissous comme un contrat commercial infructueux. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix aujourd'hui, une urgence qui n'était pas là hier soir. Quelque chose avait changé, et elle accélérait ses plans. Bien sûr, répondis-je calmement. Je serai là. Ce que Victoria ignorait, c'est que pendant qu'elle orchestrait mon humiliation familiale, j'avais passé 3 semaines à mettre en place quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une simple vengeance émotionnelle. J'avais tissé un réseau juridique et financier qui transformerait son arrogance héréditaire en une leçon d'humilité qui durerait des décennies. La première pièce avait été simple. Documenter ses violations des lois fédérales sur l'ingérence commerciale. Chaque entreprise qu'elle avait contactée pour saboter ma carrière avait conservé des traces de ces conversations. Chaque investisseur qu'elle avait dissuadé avait conservé des emails. Le schéma d'ingérence était si cohérent qu'il constituait une conspiration criminelle. La deuxième pièce était plus complexe. Pendant des années, Victoria avait utilisé les ressources de l'entreprise familiale à des fins personnelles, qu'il s'agisse d'engager des détectives privés pour me surveiller ou de financer ses propres aventures amoureuses avec des cadres rivaux. Chaque transaction était méticuleusement documentée dans des systèmes qu'elle croyait sécurisés. La troisième pièce était dévastatrice. La start-up que Richard avait rejetée parce qu'elle était trop risquée, était désormais sous licence auprès de géants technologiques asiatiques pour des montants qui faisaient passer Whitmore Industries pour une petite boutique de quartier. Le même projet que Victoria avait ridiculisé en le qualifiant de « fantaisie » était devenu le fondement d'une révolution dans le domaine de la domotique. À 11h30, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Noah. La voix était féminine, jeune, nerveuse. Je suis Jennifer Walsh, du service comptabilité de Whitmore Industries. Le docteur Hawthorne m'a dit que vous pourriez m'aider. Jennifer était la comptable junior qui avait découvert les irrégularités dans les dépenses de Victoria. Une femme de 26 ans, récemment diplômée, qui avait remarqué des divergences que les auditeurs seniors avaient ignorées pendant des années. Non par incompétence, mais parce que Richard payait très bien pour que certaines incohérences restent invisibles. Jennifer, avez-vous toujours accès au registre des transferts internationaux de la famille? Oui, mais... Noah, cela pourrait me coûter mon emploi. Jennifer, ce que vous avez découvert pourrait sauver toute l'entreprise de poursuite fédérale pour blanchiment d'argent. La question n'est pas votre emploi, mais si vous voulez faire partie de la solution ou être considéré comme complice du problème. Le silence à l'autre bout du fil dura 15 secondes. Lorsque Jennifer reprit la parole, sa voix était ferme. De quoi avez-vous besoin? Au cours de l'heure qui suivit, Jennifer me guida à travers un labyrinthe financier qui révéla l'étendue réelle de la corruption familiale. Les comptes offshore, les investissements fictifs, les dons caritatifs qui revenaient sous forme de services de conseil à des sociétés fantômes contrôlées par la famille. Victoria n'était pas seulement une épouse manipulatrice, elle faisait partie d'une opération criminelle sophistiquée qui fonctionnait en toute impunité depuis 2 décennies. À 12h45, je me suis rendu au cabinet d'avocat. Victoria m'attendait à la réception, impeccable dans son tailleur à 3000 $, respirant la confiance et le contrôle. En me voyant, elle m'a immédiatement adressé un sourire prédateur. Ponctuelle comme toujours, dit-elle en m'embrassant théâtralement sur la joue. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape pour nous deux. Robert Morrison, l'avocat de la famille, nous reçut dans sa salle de conférence panoramique.
Cet homme de 60 ans avait facilité des décennies de manœuvres juridiques douteuses pour les Whitmore, toujours sous prétexte de protéger le patrimoine familial. Noah, commença Morrison en étalant des documents sur la table, Victoria m'a expliqué que vous étiez parvenu à un accord à l'amiable concernant la dissolution de votre mariage. Accord à l'amiable. Une expression euphémique pour accepter que je sois l'expulsé de la relation sans recevoir quoi que ce soit en échange de ma contribution pendant 8 ans. Victoria m'a parlé de vos récentes difficultés financières, poursuivit Morrison. Nous avons proposé une solution généreuse compte tenu des circonstances. Des difficultés financières. Il croyait toujours à l'histoire selon laquelle j'étais un parasite vivant au crochet de la famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ma start-up en faillite avait généré plus de revenus au cours du dernier trimestre que Whitmore Industries au cours de l'année entière. Quelle serait cette solution? Demandai-je d'une voix neutre. Victoria s'est penchée en avant, les yeux brillants de satisfaction anticipée. 50 000 $ comme accord final. En échange, vous signez une renonciation complète à toute revendication sur les biens, les investissements ou les actifs familiaux. 50 000 $. 8 ans de mariage, des contributions financières totalisant plus de 400 000 $, et ils offraient 50 000 $ comme s'il s'agissait d'un geste généreux. C'est une offre équitable, a ajouté Morrison, étant donné que vous n'avez pas contribué de manière significative à l'accumulation de la fortune familiale. Si vous suivez cette négociation tendue et que vous voulez voir comment cette arrogance familiale va se transformer en la chute la plus spectaculaire que vous ayez jamais vue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir que certaines personnes confondent générosité et faiblesse jusqu'au moment où il est trop tard pour corriger l'erreur. J'ai besoin de 24 heures pour réfléchir, répondis-je en gardant mon expression contemplative. Victoria fronça les sourcils. Noah, c'est une offre plus que raisonnable. Je ne vois aucune raison de tergiverser. 24 heures, répétai-je fermement. En sortant du bureau, j'entendis Victoria expliquer à Morrison que j'avais toujours été indécis, et que cela confirmait ses soupçons quant à mon instabilité pour les affaires sérieuses. Ils interprétaient ma pose comme l'hésitation de quelqu'un qui reconnaissait enfin sa position inférieure. En réalité, j'avais besoin de 24 heures pour que Hawthorne finalise les documents qui transformeraient leur sourire confiant en expression d'horreur absolue. Car tandis qu'ils célébraient leur générosité de 50 000 $, j'étais sur le point de reconfigurer toute la structure du pouvoir qu'ils considéraient comme intouchable. La véritable négociation ne faisait que commencer, et cette fois, j'avais toutes les cartes gagnantes sur une table où ils ne savaient même pas qu'ils jouaient. Les 24 heures qui suivirent se déroulèrent comme une symphonie de destruction orchestrée avec une précision chirurgicale. Alors que Victoria célébrait sa victoire anticipée dans le spa 5 étoiles où elle se rendait religieusement tous les mardis, je coordonnais l'implosion la plus méticuleuse que le monde des affaires de Minneapolis ait jamais connue. À 7 heures du matin le mercredi, mon téléphone a sonné. Hawthorne, sa voix trahissant une satisfaction qu'il avait du mal à contenir. Noah, il y a du mouvement. Le conseil d'administration de Whitmore Industries a convoqué une réunion d'urgence à 10 heures. Richard essaie de l'annuler, mais les membres indépendants ont invoqué la clause d'urgence. Et Jennifer? Elle est au bureau du FBI depuis 5 heures du matin. Elle a apporté plus de documents que prévu. Apparemment, Victoria n'était pas la seule à utiliser les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. À 8h15, j'ai reçu le premier appel paniqué. James, la voix tremblante comme celle d'un enfant perdu. Noah, que se passe-t-il? Papa reçoit des appels d'avocats fédéraux. Ils disent qu'il y a une enquête sur l'entreprise. Je ne sais pas de quoi tu parles, James. Ne me mens pas. Est-ce que cela a un rapport avec hier? Avec le divorce? La beauté de la vérité réside dans sa simplicité. James, je vous ai donné 24 heures pour examiner votre proposition. Il me reste encore 14 heures et 45 minutes. Le silence qui suivit fut délicieux. Je pouvais entendre son cerveau essayer de comprendre cette équation impossible. Comment un homme qu'il considérait comme vaincu pouvait-il faire l'objet d'une enquête fédérale alors qu'il n'avait apparemment même pas répondu aux conditions du divorce? À 9 heures, alors que Victoria était probablement en train de profiter de son massage suédois à 200 $, j'étais au siège de Whitmore Industries, escorté par des agents fédéraux jusqu'à la salle de conférence principale. Non pas en tant qu'accusé, mais en tant que témoin protégé et, plus important encore, en tant que dénonciateur ayant fourni des preuves cruciales dans le cadre d'une enquête de 3 ans sur le blanchiment d'argent et la fraude d'entreprise. Richard Whitmore était assis en bout de la table ovale, son apparence impeccable habituelle trahie par des mains qui tremblaient imperceptiblement. En me voyant entrer, flanqué de 2 agents du FBI et de Hawthorne portant 3 gros dossiers, son visage pâlit visiblement. Qu'est-ce que cela signifie? Sa voix conservait son autorité exécutive, mais j'ai détecté une fissure sous-jacente.
L'agent spécial Caroline Morrison, une femme d'une quarantaine d'années avec un parcours irréprochable dans les affaires de criminalité financière en col blanc, prit la parole. Monsieur Whitmore, il s'agit d'une réunion officielle du conseil d'administration pour discuter des irrégularités découvertes lors d'un audit spécial demandé par des membres indépendants. Noah, Richard s'adressa directement à moi, essayant de reprendre le contrôle de la situation, vous vous mêlez de quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est Hawthorne qui répondit, sa voix chargée de 73 ans d'autorité légale. En fait, Richard, il comprend parfaitement. Monsieur Sullivan est titulaire d'une maîtrise en génie logiciel avec une spécialisation en système financier. Au cours des 8 années passées à observer les opérations familiales, il a documenté des incohérences que notre cabinet a mis 6 mois à vérifier complètement. Le premier dossier fut ouvert. À l'intérieur, des captures d'écran de transferts offshore, des contrats avec des sociétés fantômes, des dons fictifs à des organisations caritatives qui revenaient sous forme de consultations pour des comptes contrôlés par la famille. 8 années de preuves que j'avais recueillies simplement en prêtant attention lors des dîners familiaux. C'est ridicule, s'est exclamé Richard en se levant, sa chaise raclant bruyamment le sol en marbre. Vous accordez du crédit à un homme rancunier qui est en instance de divorce. Il a manifestement fabriqué ses preuves par vengeance. L'agent Morrison sourit, ce sourire froid de celui qui détient toutes les cartes. Monsieur Whitmore, les preuves fournies par Monsieur Sullivan ont été corroborées par notre propre enquête indépendante. Jennifer Walsh, votre comptable junior, a également fourni des documents qui confirment les schémas d'activité que nous suivons depuis 3 ans. C'est à ce moment-là que la véritable ampleur de mon plan s'est révélée. Alors qu'il me considérait comme un parasite vivant au crochet de la famille, j'étais en réalité un espion involontaire au cœur d'une opération criminelle. Chaque dîner, chaque conversation, chaque document laissé ouvert à la maison avait été une occasion de recueillir des preuves. Le deuxième dossier contenait quelque chose d'encore plus dévastateur, des enregistrements complets des activités de sabotage de Victoria contre ma carrière. Des emails à des employeurs potentiels, des appels à des investisseurs, voire des messages à d'anciens collègues de l'université les décourageant de s'associer avec moi. Mais voici l'élément qu'elle n'avait jamais pris en compte. Interférer intentionnellement dans les affaires de quelqu'un à son propre profit constitue un crime fédéral lorsqu'il y a preuve de complot. Où est Victoria ? Demandai-je avec désinvolture, remarquant son absence évidente. Ma fille, commença Richard, mais il fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. Il regarda l'écran, son visage passant par plusieurs expressions avant de se figer dans une horreur pure. Elle est en train d'être arrêtée, murmura-t-il, comme s'il ne pouvait croire ses propres mots. Dans son spa, ai-je précisé d'un ton conversationnel. Les agents fédéraux ont le droit de procéder à des arrestations n'importe où. J'imagine que cela a été assez dramatique. Le troisième dossier était mon chef-d'œuvre. Des contrats de licence de ma start-up en faillite, avec des entreprises asiatiques, affichant des montants qui faisaient passer le patrimoine de Whitmore pour de la petite monnaie. Des brevets enregistrés à l'échelle internationale. Des accords de distribution qui généraient des redevances mensuelles supérieures au chiffre d'affaires annuel de Whitmore Industries. C'est impossible, murmura Richard en feuilletant les documents. Votre entreprise était un échec. Victoria m'a montré les rapports. Victoria a vu les rapports que je lui ai permis de voir, répondis-je calmement. Pendant qu'elle sabotait la version américaine de l'entreprise, j'avais déposé tous les brevets à l'échelle internationale par l'intermédiaire d'une filiale aux îles Caïmans. La technologie que vous avez rejetée génère aujourd'hui 42 millions de dollars de revenus annuels. Le silence dans la pièce était total. Richard s'effondra lourdement dans son fauteuil, comprenant enfin l'ampleur du revirement qui était en train de se produire. Monsieur Whitmore, poursuivit l'agent Morrison, sur la base des preuves présentées et de l'enquête en cours, nous gelons tous les actifs de Whitmore Industries en attendant la résolution des accusations criminelles. Cela inclut les comptes de l'entreprise, les propriétés et les investissements personnels de tous les membres de la famille. Vous ne pouvez pas faire ça, tenta Richard dans un dernier effort de résistance. J'ai des avocats. J'ai des relations. Hawthorne se pencha en avant, son sourire reflétant des décennies de batailles juridiques remportées. Richard, vos avocats font actuellement l'objet d'une enquête pour complicité. Vos relations s'éloignent de vous aussi vite que possible. Quant à moi, eh bien, vous m'avez licencié il y a 5 ans. Considérez ceci comme ma lettre de démission rétroactive. Mon téléphone a sonné. Un message de Morrison, du cabinet d'avocats où, 24 heures plus tôt, Victoria m'avait offert 50 000 $ comme s'il s'agissait d'une aumône. Réunion annulée pour une durée indéterminée. Client en détention fédérale. Je me suis levé calmement, ajustant ma cravate, celle-là même que Victoria avait critiquée la semaine précédente comme étant inappropriée pour les événements sociaux importants.
Richard, vous avez mentionné que je devais accepter mes limites et trouver quelque chose qui corresponde à mon niveau de compétence. Je me suis dirigé vers la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Minneapolis. Vous aviez raison. Accepter mes limites m'a justement permis de surmonter les vôtres. Quand je me suis retourné, Richard avait la tête entre les mains. James était arrivé pendant notre conversation et se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage passant de la confusion à l'horreur à mesure qu'il comprenait que tout son monde s'écroulait. « Noah, » murmura James. « Qu'avez-vous fait ?»« J'ai documenté la vérité, » répondis-je simplement. « Pendant 8 ans, vous m'avez traité comme un meuble. Les meubles observent tout, mais personne ne leur prête attention. Chaque manœuvre, chaque transaction illégale, chaque conversation compromettante s'est déroulée en ma présence, car vous pensiez que j'étais trop insignifiant pour avoir de l'importance. » L'agent Morrison s'adressa à Richard. « Monsieur Whitmore, vous avez droit à une représentation juridique, mais je dois vous informer que vos avoirs sont gelés, ce qui pourrait compliquer le paiement des honoraires d'avocat. » C'est à ce moment-là que le dernier élément de mon plan s'est révélé. J'ai sorti un document de mon porte-document, un contrat d'achat déjà signé. « Richard, cet appartement où Victoria et moi vivions, cette vue que vous avez toujours admirée, je l'ai acheté hier. En espèces. » Ses yeux se sont écarquillés tandis qu'il assimilait l'information. « C'est impossible. Vous n'avez pas les moyens de... » J'avais 5 millions de dollars en espèces provenant de ventes internationales de brevets. J'ai utilisé 2 millions pour acheter l'appartement. Les 3 autres sont investis de manière diversifiée. Je fis une pause, laissant l'information faire son effet. L'appartement vaut maintenant 4 200 000 dollars. Un emplacement idéal, comme vous le disiez toujours. Leur monde avait été complètement bouleversé en exactement 24 heures. L'homme qu'ils considéraient comme un parasite s'était révélé être un millionnaire. L'entreprise qu'ils croyaient contrôler faisait l'objet d'une enquête pour des crimes fédéraux. La fille qu'ils imaginaient protégée était en détention. Ah, et Richard, ai-je ajouté, debout à la porte de la salle de conférence qu'il avait contrôlée pendant des décennies, au sujet de cette offre d'emploi à des postes administratifs de base dont vous avez parlé. Je vais respectueusement décliner. Je suis trop occupé à diriger une entreprise internationale. En quittant le bâtiment de Whitmore Industries pour la dernière fois, je suis passé devant la réception où la photo de Victoria était exposée sur le mur des cadres. Dans quelques heures, cette photo serait retirée et remplacée par un avis indiquant que l'entreprise était sous administration fédérale. La vengeance la plus satisfaisante n'était pas de les voir tout perdre, mais de réaliser qu'ils n'avaient jamais vraiment rien eu. Ils avaient bâti un empire sur des mensonges, conservé leur pouvoir grâce à des crimes et confondu la peur et le respect pendant si longtemps qu'ils avaient oublié la différence entre le succès réel et l'illusion. Il ne restait plus qu'une conversation, la plus importante de toutes. Victoria serait libérée sous caution dans quelques heures, et lorsqu'elle le serait, elle découvrirait que l'appartement où elle avait vécu pendant 8 ans appartenait désormais légalement à l'homme qu'elle avait tenté d'humilier jusqu'à ce qu'il se soumette. Victoria a été libérée de détention fédérale jeudi matin, 3 jours après son arrestation spectaculaire au spa. Sa caution de 500 000 dollars avait été payée par une tante éloignée de Boston, apparemment la seule parente qui disposait encore de suffisamment de liquidités pour l'aider. Elle est arrivée à notre ancien appartement à 10h45, sa clé glissant en vain dans la serrure que j'avais fait changer mardi. Le concierge, suivant mes instructions précises, lui a poliment indiqué qu'elle devait contacter le nouveau propriétaire pour organiser une visite. Nouveau propriétaire. Sa voix trahissait cette indignation familière, comme si l'univers avait commis une erreur administrative. Je vis ici depuis 8 ans. Madame, l'appartement a été vendu avant-hier à monsieur Noah Sullivan. J'ai pour instruction de vous remettre cette lettre si vous vous présentiez. Dans l'enveloppe scellée, une seule feuille de papier avec mon écriture manuscrite. Victoria, vos effets personnels sont entreposés dans l'unité 23 du garde-meuble Secure Storage sur Lindale Avenue. Les frais mensuels sont payés jusqu'en décembre. Après cela, vous en serez responsable. Cordialement, Noah. 2 semaines plus tard, j'ai appris par Osorn que Victoria avait accepté un accord de culpabilité avec le ministère public fédéral. 5 ans de liberté conditionnelle, une amende de 2 millions de dollars et l'interdiction à vie d'occuper des postes de direction dans des entreprises publiques. Richard a reçu une peine similaire, mais avec 2 ans de prison ferme. Whitmore Industries a été dissoute, ses actifs vendus pour payer les amendes et les dommages-intérêts. James a déménagé à Portland, où il travaille comme analyste financier junior dans une entreprise de taille moyenne. Caroline a annulé son master en art et a ouvert une petite galerie avec le peu qui restait de l'héritage de sa grand-mère. Patricia, la matriarche qui brillait autrefois lors des dîners de charité, vit désormais dans un appartement de 2 chambres à Minneapolis,
subsistant grâce à une modeste retraite et au souvenir de l'époque où le nom de famille Whitmore était synonyme de pouvoir. Quant à moi, ma vie a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginé possible lorsque je servais le vin lors de ce dîner fatidique. Mon entreprise d'automatisation résidentielle s'est développée dans 12 pays, emploie 400 personnes et est évaluée à 120 millions de dollars. J'ai acheté une maison à Edina, avec vue sur le lac Minnetonka, où je travaille dans un bureau que j'ai spécialement conçu pour maximiser la créativité et la productivité. Rien d'ostentatoire, mais fonctionnel et vraiment à moi. La semaine dernière, Jennifer Walsh, la comptable qui a tout risqué pour dénoncer la corruption, a accepté mon offre de devenir directrice financière de mon entreprise. Osborne est désormais conseiller juridique principal, mettant enfin son expérience au service d'une cause éthique. L'appartement où Victoria et moi vivons reste vide la plupart de l'année. Je l'utilise occasionnellement pour des réunions d'affaires ou lorsque je dois rester en ville pendant mes voyages. Plus important encore, il est devenu un symbole tangible du fait que je contrôle entièrement mon propre destin. Je n'ai aucune rancœur envers Victoria. La colère demande une énergie émotionnelle que je préfère investir dans des projets productifs. Elle a pris des décisions qui ont révélé sa véritable nature, et les conséquences naturelles de ses choix se sont inévitablement manifestées. La véritable victoire n'a pas été de la voir tout perdre, mais de découvrir que mon identité n'a jamais dépendu de son approbation ou de celle de sa famille. Pendant 8 ans, j'ai laissé ces personnes définir ma valeur en fonction de normes qu'elles enfreignaient elles-mêmes constamment. Aujourd'hui, lorsque de jeunes entrepreneurs me demandent de les conseiller, je leur transmets toujours la même leçon. Les personnes qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir importantes révèlent leurs propres insécurités fondamentales. Ne laissez pas la médiocrité des autres définir vos limites. Si cette histoire de transformation et de justice poétique vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en motivation et l'échec apparent en succès extraordinaire. La dernière fois que j'ai vu Victoria, c'était par hasard à l'aéroport de Minneapolis. Elle faisait la queue pour embarquer sur un vol intérieur, vêtue de vêtements simples, un petit sac à la main. Nos regards se sont brièvement croisés. Elle m'a fait un signe discret, un geste qui pouvait être interprété comme une salutation cordiale. Je lui ai rendu son salut de manière tout aussi neutre et j'ai continué à marcher vers la porte d'embarquement internationale, où m'attendait un vol pour Tokyo. Certaines histoires se terminent par des explosions dramatiques. La nôtre s'est terminée par la reconnaissance silencieuse que chacun avait trouvé exactement le destin que ses choix méritaient. Es el Faz. Dios. Yo me pregunto a veces. No me canso así, pelotudeces. No, no me canso. ¿Con quién hago team? A ver. Hola. 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 Ay. ¿Quién team? Ja. Ja, ja. Re rara. G. Es cool. Llegó Abby, es cool. Los que saben, los que no. Saca tu regla. What? Los carreo. Eso no puse ya, what the fuck. Pero es algo que pondría yo, la verdad. Streamé Mundo Gaturro conquistando mujeres. Puede ser. Es buena. Se puede barra de. Sí, porque no es un evento, así que se puede. No se unirán. ¿What? Bueno, haciendo sus teams no se unirán. Ah, es claro, es que son TO3. Dale, Awe, la concha de tu madre. Loki quiere a Bigorda. ¿Quién es Luctrick? Ah, es con el que dice TO2. Pero me da vergüenza. Yo ¿Evento de qué? No, no hay evento. Tengo team vivo, puedo traicionarlos e irme con otro team. Qué sé yo, boludo. Si es lo que... No sé. Espero haberla ayudado.
Lo que quiere ser tu team, Abby. A mí, o sea, no sé, boludo. Nah, Ani, sos re infiel. A todas las mujeres les decís lo mismo. Hola. DR. Abby gorda, invítalo. Hazme give. Una trompada te voy a dar de like. Manda a Abby. Yo no soy la que creó el grupo. Dios, pidan. Awes tiene que invitar. Él hizo el grupo. Dios, Dios. Oye, ¿qué te pasa, grosera? Perdón. Boludo, tengo los pies helados. Qué bronca que me va a tener frío en los pies. Si tuviera mis bolas muy grandes, me las pondría a mis pies. Ay, Dios. A una mujer que me preste sus manos calurosas, sus tetas. Ay. Bueno. Para yo apoyar mis pies en sus manos cálidas. Yo escuché teta. ¿Qué? ¿Quién dijo teta? What the fuck? Eso muy desubicado, Ani. La verdad no me gusta ese tipo de palabras en mi canal. No. Respetamos mucho a las mujeres. Yo soy mujer. Pero es... No. No voy a decir nada. ¿Qué? Ah, bueno, tengo team. No pasa nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cal. Bueno, estoy en directo, así que todo lo que puedas decir, todos lo van a escuchar. Así que... Sí. Está la mierda, se volvió loco. Hablaron de...